bienvenue pour un nouvel update lecture. Oui, je suis toujours habillée pareil que dans le dernier update lecture et je suis toujours au même endroit parce qu'on est toujours le même jour. Pour moi, j'avais un retard infini dans les updates lecture. Du coup là, je vais vous présenter les 4 derniers livres que j'ai lus au mois d'octobre. C'est ça, au mois d'octobre. Et comme je vous l'ai annoncé dans le précédent update lecture, c'est pas des lectures de ouf. Même s'il n'y a qu'un seul abandon, mais les 3 autres, c'était pas hyper cool. Hein. Bref. Donc le premier que j'ai lu, enfin que je vous présente, c'est le tome 2 de Nightward, donc Les Serres des Ténèbres de L.D. Smith. J'ai le tome 3 dans ma palle, donc je le lirai, hein, je vous l'ai montré dans le dernier book haul, je crois que c'est ça. Du coup, voilà. J'ai bien aimé, j'aime bien cet univers, comme le premier tome en fait. J'en attendais pas des masses, il se passe pas grand chose, c'est pas hyper détaillé, c'est pas un monde hyper fouillé, mais c'est sympathique. Voilà, il y a pire en fait, et il n'y a rien qui m'agace dans la série, dans la saga pour l'instant. Le petit truc, enfin, le petit problème que j'ai eu en fait, c'est que bêtement, moi, je m'attendais à ce que dans le tome 2, on continue l'histoire des personnages du tome 1. Or, c'est pas le cas. On rencontre 3 sœurs, comme le titre l'indique, qui sont des vampires. Et donc en fait, les vampires vivent dans le Nightward, mais sur une île à part des humains pour éviter que les humains découvrent qu'ils existent et qu'ils fassent du mal aux humains. Enfin bref, ils sont à part. Mais les sœurs en ont marre, les 3 filles, je sais plus comment elles s'appellent, hein. Me demandez pas, je sais plus. Mais les 3 filles en ont marre de vivre là-bas et elles se cassent. Elles vont chez leur tante, qui est aussi une vampire, et qui a quitté cette île il y a des années et qui vit toute seule dans un petit village des États-Unis, je suppose. Et donc voilà, elles débarquent chez leur tante, dans un petit village, voilà, elles vont faire leur vie, elles veulent un nouveau départ en fait. Sauf que, pas de bol, elles débarquent et elles trouvent leur tante morte, tuée par a priori un chasseur de vampires, ce qui n'est pas cool du tout, évidemment. Et en plus de ça, leur cousin ou frère, je sais même plus, mais cousin ou frère, voilà, c'est un membre de leur famille comme ça, qui s'appelle Ash, Nash, Gash, enfin il a un nom court comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Lui, on l'a aperçu dans le tome 1. Il débarque, en fait, il les suit et il les cherche pour les ramener sur l'île. Et donc voilà, on va suivre cette installation dans cette petite ville, leur histoire, essayer de comprendre qui a tué la tante, qu'est-ce que c'est que ce délire. Et nous, comme dans le premier tome, en fait, l'histoire est racontée, enfin, on est principalement avec un frère et une sœur qui sont des jumeaux, comme dans le premier tome, si je dis pas de conneries, mais c'est pas les mêmes que dans le premier tome. Et donc, ces 2 personnes qui sont humains et ils essayent de comprendre c'est quoi ce délire et ils vont, par inadvertance, un petit peu découvrir le Nightward alors que c'est interdit de parler du Nightward à des humains. Et donc voilà, on va découvrir cette histoire-là. Ça se lit bien, ça se lit facilement, c'est assez fluide, les livres sont assez courts. Voilà, il fait 310 pages quoi. Donc voilà, c'est sympa. Maintenant, c'est pas la saga du siècle, c'est pas... voilà, j'ai lu beaucoup, enfin, il y a mieux pour moi en termes de vampires et de fantastique et d'univers comme ça. Maintenant, c'est pas dérangeant, il n'y a aucun personnage qui m'énerve, il n'y a aucun truc qui m'agace. Le style est fluide, ça se lit bien, je ne m'ennuie pas quand je le lis. Il se passe pas 10 000 actions à la minute, mais l'autrice fait avancer son histoire à un rythme qui me convient, à moi en tout cas. Du coup voilà, j'ai le tome 3, je l'ai dit, donc je le lirai, c'est sûr. Je verrai après d'avoir lu le tome 3 si je continue ou pas. C'est pas 100% sûr que j'aille au bout de la saga, parce que c'est pas une saga de ouf que j'adore et tout. Mais pourquoi pas. Et, ah oui, j'ai oublié la musique. J'écoute Hooked de Why We Don't. Ensuite, j'ai lu Les Sorcières de Northampton, le tome 1 de Melissa de la Cruz. Donc lui, il était aussi dans mon... je dis aussi parce que j'ai parlé aujourd'hui pour moi, mais dans les précédentes lectures du coup pour vous, de livres qui étaient dans ma palle du Pumpkin Button Challenge. Donc lui, c'était pour la catégorie sorcière, féminisme et tout ça, je crois. Je voulais pas lire ce livre à la base parce que, je crois que je l'avais dit dans ma palle, parce qu'en fait, j'ai une autre saga de l'autrice, donc Melissa de la Cruz, en cours, à savoir Les Vampires de Manhattan, qui est une saga d'ado avec des vampires qui se passe à Manhattan. Merci, Audrey. Et je voulais terminer Les Vampires de Manhattan avant de commencer une autre saga de l'autrice. Sauf que ça fait bien 1 an et demi maintenant que j'ai lu le tome 5, je crois, des Vampires de Manhattan et je ne trouve pas les tomes suivants d'occasion. Je pourrais les acheter neufs, hein, j'en ai conscience, mais je les cherche d'occasion en fait et je les trouve pas. Et du coup, je suis bloquée dans ma saga. Et celui-ci est là depuis une éternité. Donc je me suis dit, c'est pas grave, au pire j'aurai 2 sagas en même temps que l'autrice, on s'en fout. Et cette saga, ce livre-là a été aussi adapté en série télé, donc sous le titre Les Sorcières de Northampton, hein, voilà. Elle est dans ma liste de séries dont je dois parler dans des parlons séries futures. Je ne sais pas dans lequel elle est, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, je sais plus, enfin bref. Et d'ailleurs dans cette série, il y a, alors j'ai totalement oublié son nom, si j'y pense je vous l'écrirai quelque part par là si c'est possible.
Mais il y a l'actrice qui joue dans Sexy Dance, je crois que c'est ça. Le premier film avec Channing Tatum. Voilà, il y a Channing Tatum, mon personnage principal masculin, qui joue le personnage principal masculin. Et il y a une actrice qui joue le personnage principal féminin qui va lui apprendre à danser et tout ça. Et cette actrice-là joue dans Les Sorcières de Northampton. Bref, on s'en fout. Donc ici, on est avec les sorcières à Northampton. Merci Audrey. Donc on est dans un petit village, on est avec Freya et Ingrid qui sont les filles de Johanna. Je crois que c'est ça, c'est pas écrit mais c'est ça. Et donc elles sont toutes les trois des sorcières, elles habitent dans une espèce de petit manoir. Et depuis des années, des dizaines, même des centaines d'années, je ne sais plus parce qu'elles sont immortelles, on leur a interdit de pratiquer la magie. Voilà, on leur a dit vous êtes immortelles, vous continuez à vivre, ok très bien, mais vous n'utilisez pas vos pouvoirs. Sauf que petit à petit, au fil du livre, elles en ont marre de se cacher, elles en ont marre de ne pas pouvoir utiliser leurs pouvoirs. Ce sont des sorcières et ça les frustre de ne pas pouvoir le faire. Du coup, petit à petit, elles vont se mettre à utiliser des petits sorts, des petits trucs qui sont pas vraiment de la magie, mais qui sont un peu de la magie. Voilà, chacune de leur côté vont commencer à faire ça pour essayer de voir s'il y a une réaction, si on leur dit stop, si on leur dit arrêter. Et au pire des cas, elles se disent pas grave, j'utilise la magie, j'assumerai les conséquences des gens au-dessus de moi qui ont décidé que j'avais plus le droit de le faire. Mais tant que je peux le faire et qu'il n'y a pas de réaction, je le fais. Et donc voilà, on va suivre leur petite vie dans ce village. C'est pas nul, hein, c'est pas dérangeant. Je l'ai abandonné à un peu plus de la moitié, puisque je me suis arrêtée à la page 192. Et il en fait 350. Donc oui, j'ai dépassé la moitié. Mais en fait, ça me plaît pas plus que ça. Et j'en étais arrivée à un point où je me disais, allez, je finis ce tome-là et je n'irai pas la suite. Et puis je me suis dit, c'est débile. Si je ne lis pas la suite, quoi qu'il arrive, pourquoi je vais perdre mon temps, entre guillemets, à lire ce livre-là? Enfin, ça n'a pas d'intérêt puisque je n'irai pas la suite, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je me suis arrêtée. Voilà, il n'y a rien qui me dérange, mais si ce n'est que c'est assez lent en fait. Elles utilisent leur magie, elles aident les habitants de leur village. Du coup, il y a notamment Ingrid qui se met à faire des petits sorts pour aider les femmes à tomber enceintes, pour empêcher leur mari de les tromper, pour soigner des maladies, des trucs comme ça. On a Johanna qui est donc la mère qui aide un petit garçon qui se met à voler à un moment donné. Enfin bref, elle fait des trucs un petit peu ouf, elle. Et on a Freya qui travaille dans un bar, qui est barmaid donc, et qui fait des filtres d'amour, pardon. En gros, si tu bois la boisson, tu t'en amoureux, ça. Et voilà, c'est une histoire sympathique, mais en fait, ça m'a pas plus emballé que ça. Et il y a quand même un sujet, un thème d'aborder qui me dérange vraiment. C'est que Freya est fiancée à un homme, elle va l'épouser, elle est amoureuse, tout va bien et tout va bien. Sauf qu'elle trompe cet homme avec son frère. Et ça, c'est le sujet par excellence, je crois que je ne supporte pas. Déjà, le fait de tromper quelqu'un, j'ai beaucoup de mal avec ça, que ce soit dans la vraie vie ou dans les livres, en fait. Enfin, en fait, ma réaction face à ça, c'est ok, d'accord, très bien, tu en as envie, tu veux faire ça, tu veux être avec quelqu'un d'autre que la personne avec qui tu es en couple, ok, très bien, ça te regarde, mais prends la peine de prévenir cette personne avant. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends pas pourquoi le tromper en fait. Dis-lui et fais-le, mais enfin, dans ce sens-là et pas dans l'autre sens, quoi. Et alors, avec son frère, mais là, on a atteint un stade, je sais pas, enfin, avec son frère, ça me dépasse. Voilà, vraiment, ça me dépasse. Je comprends que ce soit humain d'avoir des sentiments et d'avoir envie de faire des choses et de tomber amoureuse d'un autre. Ok, d'accord, très bien. Le frère, pourquoi pas, mais préviens-le avant. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est l'une des pires trahisons du monde. Et du coup, voilà, cet élément-là dans un livre qui ne m'emballe pas plus que ça, qu'une histoire pas assez fouillée à mon sens, du coup j'ai arrêté de le lire. J'ai pas lu la musique, du coup j'ai écouté Hit Above Weight de Avril Lavigne. Je me suis à peu près relue, je crois que c'est ça. Au pire, ce sera en barre d'information. Ensuite, j'ai lu Et un jour tout recommencer de Marie-Laure Bigan, c'est ça. Donc c'est un livre que ma grand-mère m'avait donné, et puis je me suis dit, allez, pourquoi pas. On y rencontre Valérie, c'est ça, qui a, je crois, entre 45 et 50 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Et le livre démarre, et ça j'ai adoré, on n'a pas de passage au début où elle nous explique le pourquoi du comment, sa vie c'est de la merde, blablabla. Non, le livre démarre le matin, il fait encore nuit, il est très très tôt. Et Valérie quitte sa maison, elle quitte son mari et ses 3 enfants, elle prend un train, elle prend un RER et un truc et elle se barre, vraiment elle s'en va, elle ne prévient personne, elle se casse. Elle en a ras-le-bol de sa vie en fait, elle en a ras-le-bol d'être enfermée dans son activité de mère et de femme en fait, elle en a ras-le-bol en fait, et du coup elle se casse. Voilà, le premier personne, elle se barre, et on va la suivre là-dedans. Voilà, on va suivre son aventure, le pourquoi du comment elle est partie, ses sentiments, ce qu'elle ressent, pourquoi elle a besoin d'être toute seule. Mais à mon sens, c'est pas assez approfondi
En fait, la première remarque qui m'est venue quand j'ai commencé à avancer dans le livre et à me rendre compte que c'était pas exactement ce que je m'attendais à trouver et exactement ce que je voulais lire, c'est que j'ai pas pu m'empêcher de me dire, et je suis désolée pour l'autrice, donc pour Marie-Laure Bigan, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire que la même histoire, avec les mêmes personnages, racontée par Agnès Luzig, j'aurais adoré, parce que ce qui manque dans ce livre pour moi, c'est la capacité de l'autrice à nous faire comprendre ce que le personnage vit, à nous faire s'attacher au personnage et à nous faire vivre ce qu'elle vit avec elle en fait. Parce que là, je me suis dit, là, mais je m'identifie pas à elle parce que j'ai jamais vécu ça. Après, je me suis dit, mais non, c'est débile. Si je lis des livres uniquement auxquels je peux m'identifier, je lis pas de fantasy, je lis pas de fantastique, je lis pas de thriller, je lis pas tout ça. Donc en fait, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui manque à ce livre, c'est, pour moi, en tout cas évidemment c'est perso, hein, c'est que l'autrice n'a pas su me faire ressentir ce que ressent le personnage et du coup j'arrive pas à me mettre à sa place. Je ne suis pas avec elle, je ne suis pas à sa place et je ne comprends pas ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent. Et du coup bah, je passe à côté du livre. Clairement je passe à côté du livre, donc c'est dommage. Et le deuxième truc qui m'a manqué, c'est que c'est en soi c'est un sujet très intéressant. Il y a deux sujets intéressants là-dedans, à savoir le fait qu'une femme qui se retrouve enfermée dans son quotidien, en fait, elle travaille, mais elle doit s'occuper de ses enfants, elle doit faire le ménage, elle doit faire la cuisine, c'est elle qui doit gérer la maison, les papiers administratifs, enfin, une espèce de secrétariat du foyer, c'est elle qui gère, parce que le mec, il ne gère pas ça du tout. Historiquement, c'est la femme qui fait tout ça, et donc elle fait tout ça. Et elle a un besoin de reconnaissance, en fait. Ses enfants et son mari ne voient même plus tout ce qu'elle fait pour eux, et n'ont plus aucune reconnaissance pour eux, et du coup, bah, elle est dans la merde, en fait. Elle se retrouve enfermée là-dedans, et elle se dit, putain, fais chier, je vais arrêter, et je vais me barrer, et je vais bien voir ce qui se passe. Mais ça, à mon sens, c'est pas assez développé, c'est pas assez détaillé, c'est pas assez approfondi. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Et le deuxième truc, c'est la différence de traitement et de réaction de la société face à un homme qui quitte son foyer et une femme qui quitte son foyer. Je veux dire, on a tous entendu des histoires d'un père de famille qui un matin est parti acheter un paquet de clopes ou acheter une bière ou acheter ce que vous voulez à la pharmacie ou je sais pas où et n'est jamais revenu chez lui. On a tous entendu ce genre d'histoire-là et ça ne nous choque pas plus que ça qu'un père de famille, qu'un homme quitte son foyer. Voilà, c'est une histoire qu'on a déjà entendue, qu'on sait que ça existe, qu'on sait que c'est arrivé. Alors, j'espère que de nos jours, ça arrive moins. Mais on sait que c'est le genre de truc qui est déjà arrivé et qui est arrivé en France et dans d'autres pays et dans la vraie vie. Et c'est ancré dans la société. Enfin, voilà, qu'un homme fasse ça, ça choque pas plus que ça. Mais qu'une femme fasse ça, on se dit, oh, mais comment ose-t-elle, comment une mère ose quitter ses enfants, comment une femme ose quitter son mari, comment elle ose les abandonner. Alors que c'est la même chose en fait. Enfin, je veux dire qu'un homme ou une femme le fasse, ça revient au même. Il abandonne ses enfants, il abandonne sa femme, il abandonne son foyer, il abandonne sa famille. Mais ça choque pas plus que ça. Alors que quand c'est une femme, ça choque vraiment, vraiment beaucoup de gens. Beaucoup de gens se disent, mais comment elle a osé faire ça? Parce que pour un homme, ça n'arrive pas. Personne ne se dit comment il a osé faire ça. On se dit, ah, il a fait ça. On est triste, on se dit, ah, c'est dommage quand même. Mais on n'a pas. La réaction est beaucoup moins violente, je trouve, que pour une femme. Et ça non plus, c'est pas trop détaillé dans ce livre-là. Du coup, globalement, comme pas toutes mes lectures du mois d'octobre, j'en ressors déçue. J'y ai pas trouvé autant de détails que je voulais. En fait, ce livre ne m'a pas fait autant réfléchir que ce que j'aurais voulu. J'aime avec des livres comme ça qui abordent des thèmes de société, des thèmes actuels, c'est que j'ai déjà ma propre idée, ma propre réflexion dans ma tête. Et ce que j'aime, c'est quand le livre me permet d'aller plus loin dans ma réflexion, de me poser d'autres questions que je ne me suis pas posées. Or là, c'est pas le cas. Je me pose plus de questions sans le livre qu'avec. Du coup, voilà, je suis globalement déçue par ce livre. Et enfin, c'est plus du tout dans le thème, mais moi je l'ai lu au moment de Halloween, du coup, donc c'est Le Crime d'Halloween d'Agatha Christie. Et pareil, je suis extrêmement déçue par ce livre. Alors c'est un Hercule Poirot, du coup c'est pas du tout, comment dire, j'ai commencé les Agatha Christie pour rappel dans l'ordre dans lequel elle les a écrits et dans lequel ils ont été publiés. Du coup voilà, je lis dans cet ordre-là, ce qui fait comme ça je suis sûre que je lirai les tomes de la saga de Miss Marple, d'Hercule Poirot et tout dans l'ordre. Sauf que du coup pour celui-ci c'était pas du tout dans l'ordre parce que voilà, c'était pour Halloween. Donc du coup c'est pas le prochain que je devais lire de Agatha Christie et de Hercule Poirot, ce qui fait que c'est un peu la merde dans ma saga d'Hercule Poirot maintenant, mais c'est pas grave. Et donc pour l'histoire, on est à Halloween. Le livre démarre, on a une fête d'Halloween qui est organisée pour des ados qui ont entre 11 et 16 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et donc on a plusieurs activités qui ont été organisées pour eux, pour faire la fête et tout. Et vers la fin de la soirée, on retrouve une jeune fille de 12 ans, je crois, 12-13 ans, morte. Elle a été noyée, vous savez, il y a un gros bac qui avait été installé avec des pommes dedans, et le but c'est de plonger la tête dedans et d'attraper la pomme avec ses dents. C'est un truc qu'on voit pas souvent en France, mais qu'on peut voir dans les séries et dans les films américains par exemple. Enfin en tout cas moi j'ai jamais fait ça en France. Voilà. Et donc elle est retrouvée morte là-dedans, elle a été noyée dans cette bassine, c'est assez horrible quand même. Hein.
Et une des femmes qui est présente à cette fête est amie avec Hercule Poirot, donc je suppose qu'ils se sont rencontrés dans les tomes précédents que du coup j'ai pas lu. Elle fait appel à lui, elle va le voir et elle lui explique, elle lui dit voilà, j'aimerais bien que tu viennes, que tu enquêtes et que tu me dises. Et donc lui il débarque et il enquête. Mais j'ai trouvé l'enquête assez répétitive. En fait, au début, il va voir toutes les personnes du village, parce que tout le monde est à peu près suspect. Et donc il leur pose les mêmes questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez entendu quand elle a dit ça, quand elle a fait ça? Est-ce que vous l'avez cru? Est-ce que vous connaissez machin? Est-ce que... C'est les mêmes questions qu'il pose aux personnes et au bout d'un moment j'ai envie de dire mais vas-y bouge gars parce que là ça me fatigue. Et bizarrement, Hastings m'a manqué. Alors Hastings c'est l'espèce d'assistant d'Hercule Poirot. Dans les tomes présents c'est lui qui raconte l'histoire. Et dans les tout premiers Hercule Poirot il est extrêmement agaçant. T'as envie de le tarter. Et là, plus on avance dans la série, dans les tomes, dans l'ordre chronologique, hein, moins il est agaçant. Mais en fait, ce que j'aime avec Hastings, c'est que Hastings est aussi innocent et aussi bête, en fait, que nous, lecteurs, en tout cas que moi, lectrice. Hercule Poirot, quand il va voir un indice, il va tout de suite associer un indice avec un autre et élaborer une théorie et comprendre ce qui s'est passé. Alors que Hastings, il est là, et ben non, vous n'avez pas compris, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et moi, je suis souvent dans le même cas que Hastings, en mode, mais j'ai pas compris, qu'est-ce que... What, explique-moi, parce que moi, je vois pas le lien, je vois pas le rapport, je vois pas le truc, explique-moi. Et là, comme il n'y a pas Hastings, et bien Hercule Poirot n'explique rien, tu te démerdes. Alors, j'aime bien pouvoir élaborer ma propre théorie à moi quand je lis un policier ou un thriller, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais là, j'ai aucun élément pour y arriver. Je n'ai pas réussi à construire une théorie et à élaborer un truc pour essayer de comprendre qui avait tué. Je n'ai pas réussi. Du coup, je me suis un peu ennuyée pendant ce livre. La personne qui a tué. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis tellement détachée du livre que j'avais plus vraiment envie de savoir qui avait tué. Et donc, quand j'ai eu la réponse et le fin mot de l'histoire, j'étais là, ouais, bah, c'est cool, mais voilà. Je suis globalement déçue par ce livre, comme pour toutes mes lectures d'octobre. Hein. Je crois que vous avez compris maintenant, je l'ai assez répété. Hein. Heureusement, octobre n'a duré qu'un mois, comme tous les mois, c'est bien. Mais là, voilà, je suis globalement déçue. C'est pas le Agatha Christie que je vous recommanderais le plus. Et en plus, avec le titre et la couverture, enfin on sait que ça passe au moment de Halloween, moi je m'attendais à avoir vraiment une ambiance de Halloween et c'est pas le cas en fait. Comme le livre démarre le 31 octobre, le meurtre a lieu et ensuite l'histoire se passe, on n'est pas vraiment à Halloween, on n'est pas vraiment dans cette ambiance de Halloween, on est dans une ambiance normale de début de mois de novembre en fait si vous voulez. Mais du coup voilà, je trouvais ça vraiment dommage et c'est pas le meilleur de Agatha Christie pour moi. Bref, une fois de plus, mon année de lecture dure une éternité, je suis désolée, j'essaye de faire court mais je n'y arrive pas. Donc je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.